Donc, bienvenue à tout le monde. Bonjour pour ce premier webinaire de l'année du PNA en faveur des papillons de jour. Un webinaire dédié à l'axe d'action accompagnement. Pour rappel, alors, je remets en plein écran. Donc, pour rappel, le format des webinaires du PNA, c'est une présentation de 20 minutes et 40 minutes d'échange et de débat ensuite sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions ou vos commentaires dans l'espace de conversation ou de lever la main après la présentation si vous souhaitez prendre la parole. Et donc l'objectif, c'est bien de faire connaître les actions du PNA et surtout de créer un espace d'échange pour pouvoir développer peut-être certaines actions dans le futur dans le cadre du plan national d'action. Et donc les webinaires sont enregistrés et seront disponibles durant l'année sur le site du PNA. Donc pour aujourd'hui, le sujet, c'est les plantes-hôtes des papillons et le changement climatique. L'idée, c'était de profiter du travail réalisé par le Conservatoire botanique national sud-Atlantique qui a publié une liste des espèces sensibles au changement climatique en Nouvelle-Aquitaine, et de voir quelles conséquences ça a sur les enjeux liés aux papillons de jour. Donc, on va vous présenter, donc Kevin Romeyer du CBNSA va vous présenter cette liste des espèces sensibles, le travail qui a été réalisé. L'idée, c'est qu'on évoque, fasse un zoom sur les plantes sensibles en Nouvelle-Aquitaine qui en ressortent, et de voir quelles perspectives cela amène, aussi bien à la définition des enjeux que des actions à mettre en œuvre sur la région. Donc, Kevin, je te propose de prendre la parole pour parler de sa liste d'espèces. Merci Pierre-Yves, est-ce que vous m'entendez bien? Impeccable. Ok, alors du coup, je vais vous présenter un petit peu rapidement comment est-ce qu'on a construit cette liste d'espèces sensibles au changement climatique. Donc ça s'est fait dans le cadre du programme Sentinelle du climat en Nouvelle-Aquitaine, avec le concours des deux autres conservatoires botaniques nationaux, le CBN Massif Central sur la partie Limousine et puis le CBN des Pyrénées sur la partie montagne du 64. Et donc simplement, ce qu'on a cherché à faire, en fait, c'est de faire une caractérisation de la sensibilité climatique des espèces végétales à travers la région. Et du coup, là, je vous ai mis un schéma qui explique un petit peu le principe de modélisation en fait, qu'on a utilisé et de reconstruction finalement de l'affinité climatique des espèces végétales. On parle bien d'affinité climatique et pas de répartition potentielle des espèces parce qu'il y a énormément d'autres facteurs qui seraient à prendre en compte pour vraiment travailler sur de la répartition potentielle, comme typiquement les interactions biotiques qui vont être pas mal nous occuper aujourd'hui qu'on n'a pas pris en compte et également des facteurs d'occupation du sol, vu qu'on les a pour la période actuelle, mais qu'on les a pas pour le futur. Ça peut être un petit peu embêtant de travailler sur ces éléments-là. Donc globalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé en fait les données de présence avérée des espèces végétales à la maille de 1 km avec des variables de données environnementales et climatiques également ramenées à la maille de 1 km, sachant que il y a beaucoup de variables qui ont des résolutions plus fines et il y en a d'autres qui ont des résolutions plus grossières. Donc là, c'est mon collègue Rémi David qui a fait tout un travail là, d'harmonisation de ces données pour qu'on ait tout à la maille de 1 km et faire des restitutions à cette échelle-là. Et donc le croisement de ces deux couches-là, donc les données viennent de l'Observatoire de la biodiversité végétale de Nouvelle-Aquitaine. Et la première étape, c'est de reconstruire finalement donc les niches écologiques des espèces végétales pour chaque variable climatique et environnementale. Donc c'est en gros ce qu'on a, c'est ces courbes de réponse là qui sont affichées sur le schéma central pour chaque variable environnementale, ce qui définit finalement l'optimum des espèces pour cette variable et puis les seuils un petit peu de tolérance. Et du coup, une fois qu'on a reconstruit ces niches écologiques, on peut finalement projeter l'affinité climatique des espèces végétales à l'échelle régionale. Tu peux passer à l'étape, à la diapo suivante, s'il te plaît, merci. Et donc une fois qu'on a construit ces niches et qu'on a les variables climatiques pour la période actuelle, donc ça c'est ce que j'ai expliqué avant, c'est qu'on va avoir finalement une carte d'affinité climatique pour la période actuelle. Et si tu passes la suivante,
Et du coup, si on a les projections des variables climatiques pour le futur, on est de la même façon capable de définir une affinité climatique pour les différentes espèces, pour le futur. Et du coup, quand on parle de futur, c'est qu'on a travaillé à l'échelle de trois scénarios d'émissions de gaz à effet de serre et pour trois horizons différents, un horizon proche qui est 2020-2050, un horizon moyen qui est 2041-2070 et puis l'horizon lointain qui lui est 2070-2100. C'est par période de, de 30 ans systématiquement que ça se fait. Et les scénarios qu'on a pris, c'est le 2.6, le RCP 4.5 et le RCP 8.5. Donc après, là, le 2.6, on l'a assez vite évacué parce on suit pas du tout cette trajectoire-là. Et du coup, on a surtout regardé ce qui se passait pour le RCP 8.5, qui est le scénario pour lequel on est actuellement sur la trajectoire, malheureusement. Et puis le 4.5, qu'il est encore possible de rattraper s'il y a une baisse assez drastique des émissions de gaz à effet de serre dans les prochains mois et années. Et du coup, tu peux passer à la diapo suivante, où en fait, quand on compare finalement ces deux cartes d'affinité climatique, et il y a un micro allumé, ouais, merci. On obtient finalement une carte de synthèse qu'on a appelée les cartes d'évolution de l'affinité climatique. Et donc là, on le voit pour le Nardus stricta, donc le nard raide. En rouge, c'est toutes les zones où le climat est favorable pour la période actuelle et qui devient plutôt défavorable pour l'horizon futur considéré. Le gris, ça concerne les zones de maintien des conditions climatiques optimales. Donc c'est OK pour la période actuelle et ça reste OK dans le futur. Et puis après, là, on ne voit pas ici, mais il y a aussi des zones en bleu qui concernent des zones de gain potentiellement de l'affinité climatique. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc ce travail-là, on l'a fait pour près de 2200 espèces végétales sur un total de 3700 espèces. Donc on voit déjà que ce travail, il n'est pas exhaustif, tout simplement parce que pour pouvoir construire des niches écologiques, il faut quand même qu'il y ait un certain nombre de données de présence pour les espèces. Et il se trouve qu'il y a quand même un lot assez important d'espèces qui sont très rares et pour lesquelles, du coup, on n'a pas pu construire des niches écologiques et du coup de faire des projections qui voulaient dire quelque chose, quoi. Et donc, du coup, on a un petit peu ces deux grands patterns euh, en termes de dynamique. Et à partir de ces cartes-là, on a défini ce qu'on a appelé un indice de sensibilité climatique. C'est tout simplement le taux de contraction ou d'expansion de l'ère climatique favorable des espèces. Donc là, j'ai pris deux exemples assez parlants qui sont la myrtille pour illustrer plutôt une ère climatique en régression et l'arbousier pour illustrer plutôt une espèce qui verrait sa niche, enfin, son affinité climatique croître à l'échelle régionale. Et donc, à partir de ces résultats, on s'est concentré principalement sur les espèces qui verraient leur affinité climatique réduire. Et on a donc déduit une première liste de 350 espèces menacées qu'on a appelée liste Flore Sentina. Et donc ça, il faut pas le prendre comme une liste définitive. C'est pour l'instant, dans l'état actuel des connaissances, on est capable de dire qu'il y a au moins ces 350 espèces qui présentent une vulnérabilité par rapport au changement climatique. Tu peux passer à la suivante. Donc voilà un petit peu, on a hiérarchisé ensuite en fonction justement de la valeur des indices climatiques pour montrer un petit peu les espèces qui étaient menacées, fortement menacées ou très fortement menacées en fonction justement de la valeur de ces indices. Donc pour ces 350 espèces, on voit que la valeur médiane du coup de contraction de l'ère climatique favorable, elle est à peu près de 60%. Ça veut dire que en moyenne pour ces 350 espèces, on a quasiment les deux tiers de leur ère actuelle qui seraient contraintes. Et ce qu'on a cherché à faire là, c'est de voir un petit peu par rapport à un horizon plus court,
dans un premier temps, donc là c'est la partie qui est à gauche, quelles étaient la part de ces 350 espèces qui étaient menacées à court terme. Donc on voit qu'il y en a quand même 187 qui sont menacées, donc ça montre un petit peu la rapidité du changement climatique. Et on a cherché parallèlement à regarder ce qui pourrait se passer dans le cas d'un scénario plus optimiste. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que bah, le nombre d'espèces concernées est quand même divisé par deux pour le même horizon de temps, et également que la valeur médiane de la contraction de l'ère d'affinité climatique, elle est ramenée à 25% au lieu des 60 quand on suit le scénario 8.5. Donc c'est quand même on voit que en fait, la baisse des émissions de gaz à effet de serre reste quand même un levier majeur en termes de conservation des espèces végétales, quoi, sur le volet changement climatique. Et tu peux passer, du coup, la dernière diapo, là, c'est une autre représentation, cette fois de la cartographie du risque climatique pour la flore régionale. Donc là, en fait, on a simplement pris les 350 espèces de la liste Sentina et on a regardé où elles étaient réparties, en fait, à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine. Et tout ça pondéré par l'indice de sensibilité. Donc, en gros, plus une espèce est menacée, plus elle va valoir cher en fait. Et c'est pour ça que du coup, on retrouve en termes de pattern principalement la partie montagne des Pyrénées-Atlantiques et puis le plateau de Mille Vaches parce que c'est là où on va avoir des espèces d'affinité froide qui du coup, ben, c'est elles qui vont avoir des indices de sensibilité les plus élevés et en plus qui vont être nombreuses dans ces zones-là. Donc c'est pour ça que c'est ces zones-là qui apparaissent principalement en noir. Mais après, on voit qu'il y a d'autres zones qui peuvent ressortir, notamment le plateau landais, en lien avec pas mal de secteurs de zones humides, les lagunes notamment, ou les rives des grands étangs landais. Et puis après, il y a des zones également en Deux-Sèvres qui ressortent bien sur le rebord du plateau armoricain. Pas mal de secteurs de vallées alluviales également. Donc voilà ce qu'on peut en dire un petit peu. On pourrait passer beaucoup de temps sur cette carte. Mais voilà pour une présentation rapide du, euh, de ces premiers résultats. Voilà pour moi. Eh ben, merci Kevin. De tous les cas, si vous avez des questions ou des messages, des commentaires, n'hésitez pas à le mettre dans la conversation, puis on les prendra après la présentation. L'idée, c'était donc, suite à cette liste d'espèces, de faire ressortir un peu les plantes hôtes des papillons, en tout cas les papillons qui sont concernés par une espèce en particulier ou pour lesquels la plante hôte est avérée pour cette espèce aussi en région. Donc j'ai écarté les espèces qui sont très généralistes, qui ont voilà, le panel des graminées ou des poacées comme plantes hôtes. Se dire que s'il n'y a qu'une qui est concernée, ben, l'espèce pourra toujours trouver d'autres espèces hôtes à proximité. Donc ça fait ressortir 24 espèces sur cette liste des espèces sensibles au changement climatique, qui sont plantes hôtes pour 33 espèces de papillons de jour dans notre région. Alors, je les ai catégorisés là sur un critère d'affinité par rapport à l'humidité, donc du bleu très humide au jaune plus sec. Et donc là, vous avez différentes catégories qui ressortent de sa liste d'espèces menacées, avec notamment, selon le RCP 8.5 qui a été sélectionné, la part de réduction d'affinité climatique et le niveau de menace qui est associé. Et puis, donc sur les colonnes de droite, les espèces de papillons qui sont connues pour ayant comme plante hôte ces espèces. Donc, on va pas passer chaque espèce. L'idée, c'est de vous présenter quelques exemples. On voit quand même que là-dedans, il y a déjà des espèces qui sont à enjeu, qui sont ciblées par le PNA notamment. Il y a la mélitée noirâtre, Melitaea diamina, la bacchante, l'Opinga achinée, ou encore les apollons, l'Apollon et semi-apollon, et beaucoup d'espèces de montagne. Donc, comme ce qui est logique, vu le bilan que Kevin nous a présenté, qu'on trouve aussi ces espèces-là dans cette analyse. Là, l'idée, c'est de comparer, parce que dans le cadre de la production qui a été faite par le CBN, il y a le rapport d'études et il y a aussi surtout des cartes donc, qui présentent justement ces évolutions d'aires d'affinité climatique par espèce. Et donc, l'idée, c'était un peu de le comparer avec la carte actuelle de répartition. Et notamment, là, vous avez pour la mélitée noirâtre, Melitea diamina, qui a pour plante hôte donc Valeriana dioica notamment, et Valeriana officinalis.
Et on voit clairement que pour cette espèce qui est déjà considérée en danger en Aquitaine, en danger critique en Poitou-Charentes, qui est encore bien présent en Limousin, mais beaucoup sur le plateau, voilà, c'est une espèce dont l'enjeu peut être réévalué un peu un peu plus fort sur les zones de plaine, vu l'affinité climatique de cette plantote qui se réduit fortement en plaine. Il n'y aurait que les zones de montagne. Donc là où on a actuellement déjà les cœurs de population, hein, dans les Pyrénées et puis le Limousin, qui semblerait s'en sortir plutôt bien. On a aussi comparé avec une autre espèce qui a une répartition un peu plus large des Champsia cespitosa, qui est plantote potentielle pour la bacchante. C'est pour ça que j'en parlerai pas trop sur la bacchante, parce qu'on n'a pas encore de preuves avérées pour l'utilisation de cette espèce. Mais surtout, sinon, pour Satyrus ferula, la grande coronide, qui, elle, est présente sur les coteaux, donc Corrèze, Dordogne et Lot-et-Garonne, qui est considérée en danger dans l'histoire rouge aquitaine, un enjeu fort pour le Limousin, et qui a comme plantote donc cette espèce, mais aussi Festuca, le groupe de Festuca ovina, dont on sait aussi pour cette espèce qui est sensible aux sécheresses. Et on a eu des cas d'observation, notamment dans le Lot, de disparition de cette espèce sur les pelouses suite aux dernières sécheresses. Et donc là, pour cette espèce qui est déjà très limitée en termes de répartition, on est déjà en limite ouest de son aire de répartition, on va avoir une influence du changement climatique sur ces plantotes qui va être un paramètre assez important. Et après, j'ai essayé de vous montrer sur le thym aussi, Thymus pulégeoides, qui lui concerne plusieurs licènes de montagne, et notamment l'Azuris serpolé en altitude, Polymotus dorilas, Escheri et Pseudophylates bâton, et Scolitanthides orion, pour lesquels on a des populations au sud Corrèze. Donc, dans l'aire de répartition actuelle de ces espèces qui sont plutôt montagnardes, vu l'analyse, même si elles sortent en sensibilité climatique à l'échelle de la région, sur les zones montagnardes, elles semblent peu impactées, sembleraient peu impactées. Donc là, ça réduirait un peu le niveau d'analyse, en tout cas, entre la comparaison espèces sensibles et répartition, utilisation, en tout cas, dans notre région de cette espèce dans les zones de montagne. Ça réduirait un peu son impact sur les espèces ciblées. Donc l'idée, c'était d'analyser un peu tout ça. Donc sur les 24 espèces de plantes ciblées dans cette liste, on a donc 33 espèces de papillons concernées, avec certaines plantes qui peuvent avoir plusieurs espèces qui l'utilisent. Donc là, c'est un peu la répartition par plante. Mais ce qui ressort, donc, comme je vous l'évoquais au tout début, c'est vraiment le fort impact pour les espèces d'altitude, et notamment pour des espèces dont on sait que pour leur biologie, le changement climatique a un impact fort, donc l'apollon par exemple, qui a besoin par exemple de conditions hivernales particulières pour la survie de la chenille. Et en plus, on sait que le changement climatique, d'après sa liste de sensibilité, va impacter aussi ces plantes hôtes, et notamment 6 plantes hôtes citées pour cette espèce qui sont concernées en région. Et si on élargit sur le cortège des papillons de montagne, là on voit qu'il y a un très fort impact. On a 16 plantes hôtes qui sont concernées pour 14 papillons le jour, et donc plusieurs espèces aussi d'Erébia, donc de moirés, qui utilisent des graminées comme Festuca eschia, par exemple, ou Nardus stricta, qui utilisent largement en montagne actuellement, et qui donc pourraient être impactés par l'évolution de leur potentiel de leur aire de répartition. Sur les perspectives de tout ça, l'idée c'est de vous faire un premier point sur la comparaison entre sa liste d'espèces de sensibilité climatique et le lien avec les espèces de papillons de jour. On peut y voir deux implications majeures. L'implication pour l'évaluation des enjeux à l'échelle régionale ou des sites. C'est-à-dire que ça rappelle la sensibilité de certaines espèces qui étaient déjà menacées en partie en lien avec le changement climatique, notamment tout ce qui est cortège de montagne ou la mélitée noirâtre. Ça ramène une vigilance sur des espèces qui sont encore communes localement. On revient sur la mélitée noirâtre en Limousin, même si on sait que le cœur des populations vont rester là, donc il y a peut-être une responsabilité un peu plus forte dans ces secteurs pour leur préservation. Et on peut parler aussi du Boloria séléné, le petit collier argenté, qui est impacté par la sensibilité des violettes au changement climatique. Et puis une élévation du niveau d'enjeu pour certaines espèces. On pense à la grande coronide qui était déjà menacée, mais dont on sait que les perspectives à long terme peuvent être
encore plus dégradé si on n'agit pas sur cet aspect-là. Donc ça peut permettre d'intégrer une analyse un peu plus fine de sa liste d'espèces et des liens avec les papillons peut permettre de l'intégrer dans une évaluation liste rouge, la liste rouge régionale qui devrait être lancée pour les papillons de jour l'année prochaine. Dans le cadre des bioévaluations des sites qui sont en plan de gestion également. Et puis ça peut permettre, dans le cadre du PNA, de réévaluer la liste d'espèces et peut-être de rajouter des espèces, ou en tout cas de rajouter un enjeu sur certaines espèces listées dans le PNA. Et puis une autre implication qu'on pourrait voir, c'est pour la gestion des sites. C'est-à-dire que certains sites peuvent être considérés refuges climatiquement parce que les perspectives sont sur un maintien, voire un gain des espèces pour ces plantotes en termes d'affinité climatique. Et on pourrait dire que ces sites sont à conserver en priorité, ça ramène une responsabilité pour leur préservation. Et sur les autres sites qui sont ciblés par des aires d'affinité climatique défavorables à long terme, c'est de mettre en place des actions microclimatiques qui peuvent permettre de favoriser l'adaptation de ces espèces et le maintien de population. Parce qu'on sait que le microclimat et l'intégration de ces paramètres de microclimatiques dans la gestion de certains sites pour certaines espèces peut permettre d'adapter les espèces déjà, de leur permettre d'évoluer et de supporter les changements climatiques, voire de diminuer en tout cas l'impact de ces changements climatiques à l'échelle du site. Donc les perspectives dans le cadre du PNA, ça pourrait être de mieux identifier en tout cas les paramètres qui influencent cette sensibilité au changement climatique, à la fois pour les plantotes et faire le lien plus précis avec les papillons, de proposer des actions ciblées dans le cadre du PNA et avec l'action du CBN pour permettre aux gestionnaires de sites de mieux intégrer des actions microclimatiques pour ces espèces, et puis faire le lien avec d'autres programmes qui existent déjà en région. Je pense au Life Nature Adapt ou au programme Sentinelle du climat, qui vont avoir vocation à continuer à étudier les effets du changement climatique sur ces espèces et proposer des actions. Et ça peut être, le PNA peut être là pour mettre en avant ces actions et les diffuser l'information assez largement. Donc voilà pour cet aspect changement climatique et plantes hôtes. Je vous propose, pour rappel du coup, avant de passer au débat, les prochains webinaires qui vont exister sur ce PNA vont avoir lieu donc le 28 avril sur l'aspect connaissance, avec un rendu sur l'inventaire du Fadet des Lèches dans les Landes de Gascogne. Puis après, ce sera sur l'aspect protection et gestion le 15 septembre, sur les outils de sécurisation des sites en jeu, papillons. Le 13 octobre sur l'aspect sensibilisation, sur les outils de formation proposés par le PNA. Et le 3 novembre sur un zoom sur une action de gestion ciblée sur une espèce, sur le cuivre des marais, avec un exemple, ce qui est réalisé en Deux-Sèvres. Voilà, on peut passer au débat, aux échanges. Hop. Si je vais juste voir si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous voulez revenir plus précisément sur un aspect de la présentation. N'hésitez pas, vous pouvez marquer dans l'espace conversation ou lever la main pour prendre la parole. On va mettre, voilà. Tac. Pas de remarques particulières. Alors, sachant que, du coup, Kevin, pour info, il y a un webinaire du CBN qui est proposé pour présenter justement cette liste d'espèces de sensibilité, changement Ouais, bah climatique. vous avez dû théoriquement tous recevoir un mail de de la région d'information et d'invitation justement à un webinaire technique qui aura lieu le jeudi 23 avril pour présenter plus en détail en fait tout ce travail sur la liste des espèces menacées par le changement climatique en Nouvelle-Aquitaine. Nathalie, tu as levé la main, si tu veux prendre la parole. Oui, alors moi je suis pas une grosse connaisseuse dans les papillons et les habitats et tout ce qui va avec, mais je me dis oui, on fait face au changement climatique avec des espèces qui vont disparaître. Je pense que ça va être sûr qu'il y a des espèces qui disparaissent. Il y en a d'autres qui vont apparaître de toute façon.
On a des espèces qui vont remonter ou qui vont arriver chez nous. Est-ce qu'on doit absolument faire des interventions et des actions pour protéger des papillons voués à disparaître? Alors là, je me fais l'avocat du diable. Non, mais c'est une question un peu philosophique sur nos actions, effectivement, qu'on doit se poser. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus totalement mettre de côté la capacité d'adaptation des espèces et le fait que toutes ces modélisations se font à des échelles relativement larges, si là on précise à l'échelle de la région. Et c'est pour ça que je voulais évoquer les aspects microclimatiques, parce qu'il peut y avoir des effets très locaux qui peuvent permettre d'atténuer ces, ces- ces impacts climatiques et permettre aux espèces de se maintenir quand même. Après, il y a toutes les notions de réseau à reconstruire, de dynamique de population à avoir pour que ça marche. Mais c'est vrai que faut pas forcément partir en tête parce que l'ère d'affinité climatique d'une espèce n'est potentiellement pas favorable d'ici 30 ou 50 ou 60 ans, que pour autant c'est terminé pour elle, quoi. Ok, merci. Je sais pas, Ouais, je et voyais. Oui, si vas-y, Clément. si je peux compléter, en fait, il faut bien comme je disais, en fait, on n'est pas sur de la répartition potentielle future des espèces végétales, on caractérise uniquement la sensibilité climatique. Et il ne faut pas faire l'amalgame, ça on le redira bien lors du webinaire. C'est pas parce que les conditions climatiques deviennent défavorables à la maille de 1 km, sachant qu'on en utilise des variables Météo France qui, elles, sont modélisées à l'échelle 8 km. Donc il y a quand même justement, comme disait Pierre-Yves, en fait, des leviers d'action au niveau local, en fait, pour contrecarrer les dynamiques qui peuvent avoir lieu à plus large échelle. C'est une liste d'alertes qui permet voilà, de pouvoir faire une première évaluation, en fait, du risque climatique qui pèse sur les espèces pour en avoir connaissance, mais ça veut pas dire, il faut pas du tout faire le lien entre régression d'affinité climatique et régression des populations, ça se fera pas directement. Et sur les espèces qui peuvent arriver, c'est une hypothèse, mais qui mérite d'être vérifiée en termes de temporalité. Parce que c'est pas parce que les conditions deviennent plus chaudes et sèches qu'on va avoir directement des espèces méditerranéennes qui vont apparaître dans la région parce qu'il y a des problématiques de capacité de dispersion, etc., qui rentrent en ligne de compte aussi. Donc il y a quand même un enjeu sur les sites, notamment les sites saines, à faire une gestion pour maintenir le plus longtemps possible en fait les habitats favorables pour ces espèces menacées, que ce soit en termes de papillons ou de plantes, quand c'est possible et qu'il y a des enjeux liés à ça, quoi. Merci pour Oui, les explications. merci Nathalie. Je voyais Mickaël, tu as levé la main, c'est peut-être pour compléter aussi là-dessus. Ouais, merci. Je voulais juste compléter un peu par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, c'est un peu de la philosophie, mais au final, c'est extrêmement important, je pense, en termes de stratégie de conservation. Ce que je voulais partager, c'était de un, dire que on n'a pas un glissement assez simple des espèces. C'est-à-dire que automatiquement, on ne va pas avoir une espèce qui va être remplacée par un autre. C'est des processus qui sont pour chaque espèce de manière individuelle, et chaque espèce va avoir une réponse, une sensibilité qui lui est propre. Donc c'est très complexe. Là, les éléments que l'on a, par exemple, pour l'instant, à la fois dans les littératures, puis dans le cadre du programme Sentinelle du climat, c'est qu'on peut avoir des réponses décalées dans le temps, avec d'abord peut-être une régression des espèces qui sont présentes localement, sans pour autant avoir les espèces qui vont arriver plus thermophiles, par exemple. Donc, on va avoir ce gap, et ce gap-là, il peut avoir des conséquences en chaîne, parce que là, on parle des papillons, mais il y a tout l'écosystème associé. Et donc, il peut y avoir un effet en cascade qui peut avoir un impact à l'échelle du site. Et donc, ça mérite d'autant plus d'essayer de pérenniser le plus possible la diversité, la richesse qui est sur place, pour pouvoir maintenir tout le réseau trophique qui est associé. Donc, il y a vraiment cette importance-là. Et je dirais même que si on améliore, notamment par rapport à ce que disait Pierre-Yves, par rapport à l'aspect microclimatique, faire de l'hétérogénéité, rajouter différents compartiments à l'échelle d'un site, ça permet non seulement de maintenir les espèces en place, améliorer donc la qualité des sites, mais ça peut aussi être favorable pour les espèces qui pourraient supposer arriver aussi. Parce qu'arriver sur un site qui a au niveau richesse qui est catastrophique, un peu où il y a
une perte de ressources, etc., c'est pas forcément les meilleures conditions pour accueillir de nouvelles espèces. Donc, quelque part, si on fait mieux, je pense que ça peut être même plus bénéfique pour les nouvelles espèces. Et je voulais rajouter encore autre chose, mais j'ai oublié entre-temps, donc je vais laisser la Bon, parole. ça marche. Merci, Mickaël. Juste avant de donner la parole à Bruno, je vois qu'il y a eu une question enfin une remarque dans la conversation de Lucie Lavergne qui serait très intéressée pour avoir un peu plus de précision sur la méthodologie suivie pour la réalisation des graphiques sur les niches écologiques de chaque espèce. Alors, Kevin, je te laisse présenter Eh ben, ça. j'invite à participer du coup au webinaire du 23 avril où il y aura justement plus de précision là-dessus et on refera un point sur tous les éléments qui sont mis à disposition justement pour bien comprendre cette méthodologie. Ouais, le teasing, parfait. Bravo. Bruno, Oui, vas-y. vous m'entendez? Oui. Ouais. Bah, alors, oui, ma question s'intègre un petit peu dans la question de Lucie. Moi, là où je suis pas trop au point, c'est sur les modèles climatiques. Ceux que vous avez pris en compte, les trois que tu as cités, Kevin, ça fait partie des plus réalistes, des plus pessimistes. Tu peux avoir des infos là-dessus? Alors tu parles des RCP, enfin des Ouais, scénarios c'est ça. Les RCP. scénarios, ouais. Alors, ouais, alors du coup on a travaillé, on a pris large dans les premiers travaux. Du coup ce que je disais, c'est qu'on a pris les scénarios RCP 2.6 qui sont plutôt très optimistes, voire caduques. En fait, ça veut dire qu'il aurait fallu déjà une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre dès le début des années 2020. On voit qu'on n'y est pas du tout, donc on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre. Ensuite, le scénario RCP 4.5, lui, vise plutôt une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2035, il me semble. Donc on voit que on tend vers ça, mais ça va être quand même très compliqué d'y être. Et après, le scénario 8.5, c'est plutôt le scénario business as usual. Et avec du coup une stabilisation de fait en lien avec l'épuisement des énergies fossiles à l'horizon 2060, 2070 quoi à peu près. Donc nous on a dans le cadre de l'élaboration de cette liste Flore Sentina, on est parti sur le scénario 8.5 en considérant que en fait c'est la tendance qu'on suit actuellement et qu'on préférait avoir une liste plus large d'espèces pour en termes de documents d'alerte, quitte à ce que justement finalement il y ait moins d'espèces vulnérables du fait que le scénario in fine est plus optimiste. Mais on préférait voir large en tout cas dans un premier temps. Ouais, ok. Qui peut le plus, peut le moins. C'est ça. Merci. Ouais. Bastien, tu vas lever la main. Oui, bonjour, merci. Sur les scénarios, j'ai entendu que l'État français communiquait aussi une adaptation à une France à plus 4 degrés à la fin du siècle. Est-ce que c'est bien celui-là, le 8.5? Et j'avais une autre question, sinon c'était plus pour Pierre-Yves pour avoir plus d'infos sur les mesures de gestion microclimatique. Kevin, sur la Alors, première partie. ouais, alors sur les objectifs de la France, il y a pas forcément un lien direct. Je ne sais pas si Michael, peut-être tu pourras apporter un complément. En fait, l'objectif de la France est un objectif d'adaptation et c'est pas forcément en lien avec des simulations climatiques directes en fait. C'est plus, on se dit, bah, on se prépare à s'adapter à un climat à plus 4 degrés. Et en fait, le plus 4 degrés pour la France, ça correspond à un scénario qui serait entre le 4.5 et le 8.5, il me semble. Mais c'est pas des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, par contre. Michael, si tu veux compléter, Ouais, oui. ouais, mais tu l'as dit, en fait, c'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est un scénario qui est intermédiaire. Euh, du coup, c'est pas vraiment grave dans le sens où, dans tous les cas, il y a une certaine relation linéaire entre les différents scénarios, c'est plus l'ampleur, l'intensité qui change. Donc, le sens des tendances ne va pas évoluer, c'est juste qu'elles vont être plus ou moins fortes, quoi. Donc, qu'on soit sur la track qui est intermédiaire au 4.5, au 8.5, ou s'intéresser à 8.5, une espèce qui sera en régression le sera toujours. Et l'ordination entre les espèces a peu de chances d'évoluer également. Donc, le résultat, au final, n'a pas d'impact a priori.
Et sur les actions, la deuxième partie de ta question, Bastien, alors après, justement, c'est un peu tout l'enjeu des programmes qui sont en cours aussi à échelle régionale ou même plus largement nationale sur quelles actions mettre en place pour permettre ces adaptations sur les sites et limiter et atténuer les effets du changement climatique. Donc, je parlais du programme Sentinelle du climat ou le Life Nature Adapt. Il y a plein d'actions qui sont en cours. Euh, après, l'enjeu, c'est déjà de cibler quels sont les paramètres des espèces de plantes qui sont ciblées par le changement climatique. Là, on ne sait pas quels paramètres vraiment influencent sur quels paramètres en particulier. C'est ce que c'est plus l'humidité, la température, la sécheresse, l'évolution des températures jour-nuit ou dans l'année. Qu'est-ce qui influence ça? Et aussi intégrer du coup la biologie des espèces de papillons. Est-ce que ça va être vraiment le stade adulte qui va être plutôt concerné sur les ressources nectarifères, par exemple, ou le stade chenille, et à quel moment? Est-ce que c'est pour passer l'hiver? Est-ce que c'est dans l'alimentation des chenilles? Est-ce que c'est voilà, les zones de repos? Donc tout ça est à prendre en compte, mais ce serait intéressant d'avoir des pistes d'action un peu concrètes par espèce, lien plantes et papillons. En tout cas, c'est des paramètres sur lesquels on va travailler dans le cadre d'autres programmes et je pense dans le cadre du PNA pour la suite. Et par exemple, on sait que sur des espèces, même des espèces de pelouse, de zones de pelouse thermophile, pour lesquelles on se dirait c'est déjà des espèces adaptées aux températures élevées, à la sécheresse, mais il y a une certaine limite, et on sait que le changement climatique va atteindre ces limites de plus en plus régulièrement, de plus en plus fréquemment. Et donc, comment très localement diminuer ça, diminuer la température, ça peut être passé par augmenter les zones d'ombrage, donc augmenter aussi cette hétérogénéité au sein des pelouses thermophiles en termes de structure de végétation, pour permettre que très localement, on ait des zones refuges climatiquement pour ces espèces-là, que ce soit pour les plantes, pour les papillons, pour les parasites, les fourmillottes, tout le cortège après d'espèces associées. De travailler sur l'humidité, sur les zones humides, clairement, le paramètre hydrologique est majeur, ça on le savait déjà. Et puis de retravailler vraiment sur l'influence de la structuration de la végétation sur cette atténuation des effets climatiques. Je pense que l'enjeu il va être là. Et qu'on puisse donner des éléments un peu plus concrets via le PNA, via ces études qui sortent de différents programmes, euh, pour appuyer la gestion. Par exemple, sur l'azur du serpolet, on sait que la gestion de réouverture à large échelle, de manière homogène de pelouse n'est pas une bonne idée, et que même si c'est une espèce thermophile, ça va être la végétation herbacée un peu plus haute, les zones d'ombrage liées à un arbuste ou un muret ou autre, qui va permettre de maintenir les espèces, l'origan, les fourmis, et donc permettre à l'espèce de survivre. Et puis il y a l'aspect nectarifère qui va être important parce qu'on le constate aussi sur le terrain, de toute façon. Lors des étés les plus secs, les ressources alimentaires ne sont plus sur les pelouses et il faut les trouver ailleurs, dans les endroits plus frais. Donc c'est aussi de réfléchir à des échelles plus larges que le site en lui-même de pelouse pour intégrer tous les besoins et toutes les fonctionnalités nécessaires à la survie d'une population de papillons, en l'occurrence ici. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques par rapport à ça? Si vous voulez revenir sur des sujets en particulier présentés, des paramètres? Sachant donc que cette liste, tu évoquais Kevin, va être amenée à évoluer. Je ne sais pas si tu n'as pas de temps, si c'est dans l'année suivante, ou s'il y a des perspectives d'évolution de cette liste. Ouais, effectivement, là, en fait, les résultats là, sont issus des modélisations qu'on a fait en 2021, donc sur la base de données de présence des espèces végétales en fin d'année 2020. Donc ça commence un petit peu à remonter. Il y a eu des nouvelles simulations climatiques qui sont disponibles. Et donc il y a un enjeu en fait là de relancer en fait les modèles avec sur une base de données plus actualisée et sur des scénarios plus à jour.
et également pour mieux appréhender l'expansion potentielle d'espèces méditerranéennes, d'élargir l'emprise de modélisation en intégrant notamment l'Occitanie, enfin, à l'échelle du bassin aquitain, en fait, on regarde le bassin aquitain par une petite fenêtre, en fait, et il nous manque clairement les départements d'Occitanie qui sont concernés à l'échelle du bassin aquitain pour pouvoir en fait, juste en termes de caractérisation de la niche écologique des espèces, être un petit peu plus robuste sur ces espèces-là. Ça va avoir moins d'impact sur les espèces qui vont avoir une affinité climatique plus faible et dont on s'attend à ce qu'elles régressent potentiellement localement. Alors que par contre, les espèces qui verraient leur affinité climatique croître, voir qu'est-ce qui va se passer et mieux caractériser cette niche écologique. Et ça, du coup, le délai. Ça va être dans les 2 prochaines années, en fait. On aimerait bien pouvoir proposer une mise à jour en fait de cette liste-là. Donc théoriquement, il devrait y avoir toujours ces 350 espèces et voir ce qu'on peut dire sur des espèces complémentaires qu'on n'a pas pu identifier par manque de connaissances pour la période actuelle, quoi. Et pour compléter côté connaissances sur les papillons, on manque encore d'informations sur les plantes hôtes utilisées réellement dans nos régions pour certaines espèces. Bon, on peut parler de la bacchante, on a encore du mal à trouver les chenilles, mais il y a d'autres espèces dont les chenilles sont visibles et qu'on peut. Donc n'hésitez pas aussi lors de vos terrains sortis à noter les chenilles, mais aussi les plantes sur lesquelles vous les voyez, parce que ça peut nous servir après derrière de base pour mieux connaître l'utilisation des plantes localement et peut-être préciser comme ça les actions ou les menaces qu'on pourrait avoir en région sur certaines espèces. Donc n'hésitez pas à noter tout ça dans vos bases de données. Est-ce qu'il y a d'autres des questions, des remarques? Sinon, on va pouvoir clôturer ce webinaire. A priori, on est bon. Merci à vous d'avoir été présent. Merci à Kevin pour la présentation. Et puis, on se retrouve le 23 avril pour le webinaire sur la liste d'espèces sensibles au changement climatique présenté par le CBNSA. Et le 28 avril pour le deuxième webinaire du PNA Papillon de jour. Voilà. Donc, je vous ai remis les liens dans l'espace conversation. Et puis, à très vite en visio pour ces webinaires. Merci à vous et bonne journée. Merci à tous. Merci.